Dans le calme d'un après-midi d'octobre 2023, dans la petite ville côtière de Fécamp, en Normandie, un jeune garçon de 5 ans est assis par terre dans le salon familial. Nous l'appellerons Léo pour protéger son identité et celle de sa famille. Il ne dessine ni une maison, ni un soleil, comme le font la plupart des enfants de son âge. Devant lui, sur une grande feuille de papier, il trace avec une concentration intense, presque adulte, les contours d'un immense navire à 4 cheminées. Sa mère, Sophie, le regarde avec cette tendresse que seules les mères connaissent, jusqu'à ce que Léo pointe du doigt une minuscule silhouette qu'il a dessinée, une silhouette qui tombe dans une eau qu'il a coloriée con noir, une eau glacée. D'une voix claire et sans aucune hésitation, il dit « C'était moi, j'avais si froid ». Cette phrase, simple et terrible, est le point de départ d'une histoire qui va bouleverser la logique et la tranquillité de cette famille. Mais je vous le dis tout de suite, le détail le plus troublant n'est pas dans ce dessin. C'est un nom que Léo prononcera bien plus tard, un nom que personne ne s'attend à entendre de la bouche d'un enfant de son âge, et qui nous obligera à tout réexaminer. Gardez bien cela en tête, car ce nom sera la clé de tout à la fin de notre récit. Pour ceux qui souhaitent suivre les documents et les archives que nous mentionnerons, tout est organisé dans la description. Mais ne regardez pas maintenant, l'histoire ne fait que commencer. La vie de la famille Leroy était, jusqu'à ce jour d'octobre, parfaitement ordinaire. Le père, menuisier, et la mère, infirmière au centre hospitalier de Fécamp, menaient une existence paisible, rythmée par le travail et l'école de leur fils unique. Une vie simple, ancrée dans la réalité normande, loin des grandes tragédies de l'histoire. Mais après ce fameux dessin, des changements subtils ont commencé à apparaître chez le petit Léo. Une peur panique de l'eau froide s'est installée. Lui qui aimait tant le bain se mit à hurler dès que l'eau touchait sa peau. Les bains sont devenus une épreuve, un véritable combat. Il refusait de s'approcher de la mer, pourtant si proche de leur maison, en disant que l'eau était trop noire et, chose encore plus étrange, pleine de cris. Imaginez un instant ses parents, désemparés, face à des mots si forts dans la bouche de leur petit garçon. Ces nuits, autrefois paisibles, étaient désormais agitées par des cauchemars. Sophie et son mari l'entendaient parler dans son sommeil. Il ne parlait pas de monstres sous le lit, mais de glace et de planches qui craquent. Au début, comme n'importe quel parent l'aurait fait, ils ont pensé à une imagination débordante. Peut-être avaient-ils surpris des images d'un documentaire vu à la télévision, même quelques secondes auraient pu suffire à marquer son esprit. Mais après avoir vérifié les programmes et questionné Léo avec douceur, la conclusion était sans appel. L'enfant n'avait jamais vu de film, ni même de livre illustré sur le Titanic. Le mystère restait entier, et il n'allait faire que s'épaissir. Car après la peur et les cauchemars sont venus les détails. Des détails de plus en plus précis, et de plus en plus impossibles à expliquer. Un soir, au dîner, en parlant de ses autres amis, Léo a mentionné un certain Tommy. Il a raconté que Tommy était un garçon qui travaillait là où ça chauffe très fort, un endroit sombre, près des grands feux rouges. Avec ses mots d'enfant, il a décrit la chaleur étouffante, la poussière de charbon qui pique les yeux et le bruit assourdissant du métal qui cogne. Comment un enfant de 5 ans, en 2023, pouvait-il décrire avec une telle précision le travail d'un soutier dans la salle des machines d'un paquebot du début du XXe siècle? La question flottait dans le silence de la cuisine sans réponse. Peu de temps après, un autre détail est apparu, plus personnel, plus intime. Léo parla d'un objet qui lui manquait terriblement. Ce n'était pas un jouet, ni un doudou, c'était une montre de poche en argent. Et là encore, la précision était déconcertante. Il disait qu'il y avait une petite fissure sur le verre, juste ici, tout en traçant une ligne imaginaire sur la paume de sa main. Un geste si précis, si chargé de nostalgie qu'il en était troublant. Enfin, le troisième détail, peut-être le plus étrange de tous, fut un plan qu'il a dessiné de mémoire sur un cahier d'écolier. Ce n'était pas le navire entier, mais une section très précise. Il a dessiné un escalier majestueux à côté d'une grande salle où, disait-il, on mangeait la soupe. Il a montré la position exacte du grand escalier par rapport à une salle à manger de 3e classe. C'est un détail de configuration interne, une information que même de nombreux passionnés du Titanic ignorent. Ce n'est pas le genre de choses que l'on voit dans les films grand public. C'était la connaissance d'un initié, la mémoire d'un lieu vécu. Face à cette accumulation de détails, la thèse de l'imagination fertile ne tenait plus. Sophie et son mari se sont retrouvés face à un mur d'incompréhension.
Une nuit, alors que Léo dormait enfin paisiblement, ils se sont assis dans la cuisine, la pile de dessins de leur fils étalée sur la table entre eux. Le silence était lourd, chargé de questions sans réponse et d'une peur nouvelle. Ce n'était plus la peur pour la santé mentale de leur enfant, mais la peur de l'inconnu, de ce qui dépassait leur entendement. Que faire? Ignorer ces récits au risque de laisser leur fils seul avec ce fardeau? Ou bien y prêter attention et s'aventurer sur un chemin qui défiait toute logique? La décision n'était pas simple. C'est le père de Léo, un homme pragmatique, les pieds sur terre, qui a tranché. Il a pointé le dessin du plan du navire et a dit « Ça, ce n'est pas un souvenir d'enfant, c'est une information. Et les informations, ça se vérifie. » C'est ainsi qu'ils ont décidé, avec beaucoup d'hésitation, de contacter un expert. Mais qui appeler? Un psychologue? Un médium? Ils ont choisi la voie la plus rationnelle possible. Après quelques recherches sur Internet, ils ont trouvé le nom de Monsieur Dubois, conservateur à la Cité de la Mer de Cherbourg. Un historien local, spécialiste reconnu de l'histoire maritime et notamment des grands transatlantiques qui firent escale dans la région. Cherbourg, après tout, fut la dernière escale continentale du Titanic. Le lien était là, tangible, géographique. Sophie a pris son courage à deux mains et a composé le numéro. Elle s'attendait à être éconduite, à passer pour une folle. Elle a expliqué la situation avec des mots simples, en insistant sur les faits, les détails précis donnés par Léo, en particulier le plan de la salle à manger de 3e classe. Au bout du fil, Monsieur Dubois est resté silencieux un long moment. Historien depuis plus de 20 ans, il avait entendu des dizaines d'histoires de passionnés, de descendants de victimes, mais jamais rien de tel. Comme on pouvait s'y attendre, il était très sceptique. Il a poliment expliqué à Sophie que l'esprit d'un enfant est une éponge, qu'il a pu capter des informations de manière inconsciente, à travers des conversations d'adultes ou des images vues furtivement. Il a parlé de faux souvenirs, de l'influence de la culture populaire. Mais une chose dans le récit de Sophie l'a intrigué, la précision du détail architectural. Ce n'est pas le genre d'information qui circule dans les documentaires grand public. Poussé par une sorte de conscience professionnelle et peut-être une pointe de curiosité qu'il n'osait s'avouer, il a accepté de les rencontrer. Non pas pour valider une histoire de réincarnation, mais pour examiner ce qu'il considérait comme une énigme mémorielle fascinante. La rencontre a eu lieu une semaine plus tard, dans le bureau de Monsieur Dubois à la Cité de la Mer, un lieu impressionnant, rempli de maquettes de navires et de cartes anciennes. Les parents de Léo étaient intimidés, se sentant presque ridicules avec leurs dessins d'enfants sous le bras. Léo, lui, semblait parfaitement à l'aise. Il regardait les maquettes avec un air de familiarité, comme s'il retrouvait de vieux amis. Monsieur Dubois les a écoutés patiemment, sans les interrompre, posant des questions précises, factuelles. Il a examiné les dessins, a écouté l'histoire de la montre de poche, des cauchemars, de l'eau noire et pleine de cris. Puis, il s'est tourné vers le détail qui l'avait poussé à accepter ce rendez-vous. Le fameux Tommy, l'ami qui travaillait là où ça chauffe très fort. Pour un historien, un nom est une piste, c'est un fil que l'on peut tirer. Monsieur Dubois a expliqué que le surnom Tommy, pour Thomas, était extrêmement courant à l'époque, surtout parmi les membres d'équipage irlandais ou britanniques. Il a promis de vérifier, sans grand espoir. Il a ouvert son ordinateur, accédant aux archives numérisées et aux listes d'équipage du Titanic. Il a tapé le mot-clé « soutier » puis a commencé à faire défiler les noms. La liste était longue. Il y avait 176 soutiers à bord du navire. C'était un travail éreintant, dangereux, réservé aux hommes les plus robustes. Pendant que l'historien cherchait, un silence profond s'est installé dans le bureau. On n'entendait que le clic de la souris et la respiration des parents de Léo suspendus à ses lèvres. Et puis, le visage de Monsieur Dubois a changé. Son scepticisme poli a laissé place à une expression de surprise contenue. Il a arrêté de faire défiler la liste. Il a zoomé sur une ligne. Il s'est tourné vers les parents, a retiré ses lunettes et les a frottées, comme pour s'assurer qu'il voyait bien. Il y avait bien plusieurs membres d'équipage nommés Thomas parmi les soutiers, a-t-il dit d'une voix lente. Mais l'un d'eux correspond à une histoire particulière. Un jeune homme du nom de Thomas Ryan. Il venait d'Irlande. Il a bien péri dans le naufrage. Ce n'était pas une preuve irréfutable, bien sûr, ce n'était qu'une coïncidence. Mais c'était une coïncidence suffisamment forte pour faire basculer l'histoire. La simple existence de ce nom à cet endroit précis de la hiérarchie du navire a fait passer le récit de Léo du statut de simple fantaisie d'enfant à celui de véritable mystère tangible.
Pour la première fois, un détail sorti de l'esprit de ce petit garçon de 5 ans venait de trouver un écho concret dans les archives froides et silencieuses de l'histoire. Le retour en voiture de Cherbourg à Fécamp s'est fait dans un silence presque total. Ce n'était plus le silence de l'inquiétude, mais celui, bien plus lourd, du vertige. Un nom, Thomas Ryan, un métier, soutier, un destin, la mort dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Tout cela correspondait. Pour Sophie et son mari, le monde venait de basculer. Leur petit garçon n'était peut-être pas seulement un enfant à l'imagination fertile. Il était peut-être le dépositaire d'une mémoire qui n'était pas la sienne. Cette pensée, à la fois terrifiante et fascinante, les a accompagnés pendant les jours qui ont suivi, changeant à jamais la manière dont ils regardaient leur fils. Chaque mot, chaque dessin prenait désormais une dimension nouvelle, une profondeur insoupçonnée. Quelques semaines plus tard, la famille se rendait chez la grand-mère de Léo pour un déjeuner dominical. C'était une vieille maison normande, pleine de recoins et de souvenirs. Après le repas, tandis que les adultes discutaient dans le salon, Léo a demandé à monter au grenier, un lieu qui l'avait toujours fasciné avec son odeur de bois ancien et de papier jaunier. Accompagné de ses parents, il explorait la pièce faiblement éclairée par une lucarne, quand soudain, il s'est figé. Il s'est mis à trembler, à pointer un coin sombre de la pièce où reposait une vieille malle de voyage en bois cerclée de fer. D'une voix blanche, il a dit « Elle ne devrait pas être là, elle était de l'autre côté ». La phrase était si péremptoire, si pleine d'une certitude inexplicable qu'elle a glacé le sang de ses parents. De quel autre côté parlait-il? Et comment pouvait-il connaître l'emplacement d'un objet qu'ils n'avaient jamais vu auparavant? Intrigués et un peu mal à l'aise, ils se sont approchés de la malle. La grand-mère, appelée en renfort, leur a expliqué qu'elle avait déplacé cette malle quelques mois plus tôt, mais qu'elle se trouvait effectivement de l'autre côté de la pièce depuis décennies. Poussés par une curiosité plus forte que leur appréhension, les parents de Léo ont ouvert le lourd couvercle. À l'intérieur, des souvenirs de famille classiques, des lettres, des photographies en noir et blanc, une robe de baptême mangée par les mythes. Rien, absolument rien qui puisse avoir un lien, même lointain, avec le Titanic. La déception commençait à poindre. C'était peut-être une autre coïncidence étrange, rien de plus. Mais au fond, sous une pile de draps jaunis par le temps, ils ont trouvé une vieille carte postale. Elle datait de 1911 et montrait le port de Cherbourg avec ses grands navires à vapeur. Au dos, un message à l'encre passée, à moitié effacé, presque illisible. Sophie la tenait entre ses mains, plissant les yeux pour déchiffrer les mots. Quand Léo, qui ne sait pas encore lire, s'est approché. Il a posé son petit doigt sur un mot précis, un prénom, écrit en lettres capitales au milieu d'une phrase. Et il a dit, avec le même calme désarmant que le jour de son premier dessin, c'est son nom à lui. Le mot sur lequel son doigt était posé était « Andrew ». Ce détail, retenez-le bien, car il va complètement changer la direction de notre enquête dans quelques instants. Pour les parents, ce nouveau nom était une pièce de plus dans un puzzle qui devenait de plus en plus complexe et déroutant. Immédiatement, ils ont contacté M. Dubois. L'historien, qui avait gardé le contact, a senti l'excitation dans la voix de Sophie. Une carte postale de 1911, le port de Cherbourg, un nouveau nom. C'était du concret. C'était une piste tangible. Il leur a demandé de lui envoyer une photographie de la carte et s'est remis au travail avec un zèle renouvelé. La première grande revirvolta de cette histoire arrive ici. Les recherches sur le nom Andrew, parmi les listes de passagers et de l'équipage du Titanic, ne donnent absolument rien de concluant. Il y a bien quelques passagers portant ce prénom, comme Andrew Kane ou Andrew Robinson, mais aucun ne correspond de près ou de loin aux descriptions vagues de Léo ou à un quelconque lien avec un soutier nommé Tommy Ryan. L'enquête semblait de nouveau frapper un mur. Monsieur Dubois était sur le point de classer l'affaire. Il a rappelé les parents, leur expliquant que cette piste ne menait nulle part. Il a parlé d'une série de coïncidences fascinantes, d'un phénomène psychologique complexe, mais rien qui ne puisse être prouvé historiquement. La déception était palpable. Mais alors qu'il s'apprêtait à raccrocher, une idée a traversé son historien à traverser. Une intuition née de 20 ans d'expérience à fouiller les archives. Il a décidé de changer complètement d'approche. Et si Andrew n'était pas un passager? Et si ce n'était même pas un membre de l'équipage? Et si le lien de Léo avec le navire était plus ancien, plus profond? Il a alors eu l'idée de consulter non pas les listes de ceux qui ont voyagé sur le Titanic, mais celles de ceux qui l'ont construit.
Il a décidé de se tourner vers les archives des chantiers navaux Harland & Wolff à Belfast, en Irlande du Nord. C'est là, dans les registres poussiéreux des milliers d'ouvriers qui ont donné vie aux géants des mers, que le mystère allait encore s'épaissir. Mais avant que M. Dubois ne plonge dans ces nouvelles archives, les parents de Léo ont senti qu'ils devaient faire une pause. L'enquête prenait une ampleur qu'ils n'avaient jamais imaginée et leur priorité restait la protection de leur fils. Pour s'assurer de ne pas l'influencer et pour avoir un avis professionnel sur son état psychologique, ils ont pris une décision courageuse. Consulter le docteur Anne-Lise Fournier, une pédopsychiatre reconnue de l'Université de Rennes. Son rôle dans cette histoire est absolument crucial. Elle a apporté un cadre, une méthode et a permis que cette quête de vérité ne se fasse pas au détriment du bien-être de l'enfant. Le docteur Fournier a reçu la famille dans son cabinet lumineux, loin de l'atmosphère pesante des archives. Elle a expliqué aux parents le phénomène de cryptomnésie. C'est un terme un peu complexe qui désigne une mémoire cachée, une information enregistrée par le cerveau sans que l'on s'en souvienne et qui refait surface plus tard en donnant l'impression d'être une pensée nouvelle ou, dans ce cas, un souvenir d'une autre vie. Elle a insisté sur l'importance de poser des questions ouvertes à Léo, de ne jamais suggérer de réponse. Ne pas dire « Te souviens-tu du nom du bateau ?», mais plutôt « Peux-tu me parler de ton dessin ?» Son approche, à la fois scientifique et profondément humaine, a apporté un cadre rassurant et éthique à l'enquête, très loin de tout sensationnalisme. Après plusieurs entretiens, sa conclusion était formelle. Léo ne montrait aucun signe de trouble psychologique. Il était simplement un petit garçon équilibré qui racontait, avec une conviction totale, ce qu'il croyait être sa vérité. Et c'est grâce à cette approche prudente que la deuxième revirvolta, la plus spectaculaire de toutes, a pu se produire. Pendant que la famille apprenait à écouter Léo sans le guider, M. Dubois, l'historien, s'était plongé dans les registres des chantiers navaux Harland & Wolff. Des milliers de noms, de métiers, de dates, un travail de fourmi. Il a cherché le nom Andrew. Et c'est là, au milieu de listes interminables de charpentiers, de riveteurs et d'électriciens, qu'il a enfin trouvé une correspondance. Il ne s'agissait pas d'un passager, ni d'un membre d'équipage. Il s'agissait d'Andrew Cunningham, un contremaître qui avait supervisé la construction d'une section très spécifique des ponts de 3e classe. Mais ce n'est pas tout. En consultant les plans techniques de cette section, l'historien a découvert une note en marge, un détail infime. Cette section précise présentait une particularité structurale. Une poutre légèrement décalée par rapport au plan original, une modification de dernière minute pour accommoder une gaine de ventilation. Une poutre décalée. Exactement comme celle que Léo avait dessinée sur son plan à côté de la salle à manger, sans pouvoir l'expliquer. Tout à coup, les pièces du puzzle s'emboîtaient d'une manière totalement inattendue. Les souvenirs de Léo n'étaient plus ceux d'un passager qui découvre le navire, mais peut-être ceux d'un jeune ouvrier irlandais qui a participé à la construction du géant des mers, qui connaissait ses secrets et ses imperfections, avant, qui sait, d'embarquer pour son unique et dernier voyage. Cette découverte changeait absolument tout. Elle expliquait sa connaissance intime de la structure du navire, une connaissance bien au-delà de ce que les films ou les livres montrent au grand public. Nous avons maintenant une série de faits troublants, presque irréfutables. La description précise du travail de soutier dans la chaleur des chaudières, la mention d'un Tommy qui correspondait au nom de Thomas Ryan, un vrai soutier mort dans le naufrage. Et maintenant, la connaissance d'un détail architectural secret lié à un contremaître du chantier naval nommé Andrew Cunningham. Ces éléments, mis bout à bout, dessinent le portrait d'un jeune homme, un anonyme parmi les milliers qui ont construit et fait naviguer le Titanic. Mais cela ne prouve rien de manière définitive. Cela reste une collection de coïncidences extraordinaires. Sauf qu'il nous reste une dernière pièce du puzzle, la plus importante. Celle que nous vous avons promise au tout début de ce récit, le nom que Léo a murmuré, un soir, alors que sa mère le bordait. Ce soir-là, alors que la lumière de la chambre était tamisée et que la maison était silencieuse, Sophie s'est assise au bord du lit de son fils. Poussée par une intuition, elle lui a demandé avec une infinie douceur, sans aucune attente, « Et toi, dans cette vie-là, comment tu t'appelais » Léo ferma les yeux. Un long silence s'est installé, un silence si profond qu'on aurait pu entendre battre le cœur de sa mère. Après ce qui a semblé une éternité, il a répondu d'une voix à peine audible, une voix ensommeillée. « Sean. » Le lendemain, Sophie a appelé M. Dubois. Le cœur battant, elle lui a donné ce nouveau nom.
L'historien a immédiatement vérifié la liste de l'équipage et des passagers. Aucun Sean ne correspondait, pas un seul. La déception était immense. Après tant de découvertes, l'histoire semblait s'effondrer sur ce dernier détail, le plus personnel de tous. C'était peut-être la fin de l'enquête. Mais M. Dubois, l'historien sceptique du début, a eu une dernière intuition. Une idée folle, née du désespoir. Il a consulté une autre liste, une liste que peu de gens connaissent. La liste tragique et anonyme des corps non identifiés repêchés en mer par les navires de secours après le naufrage. Et il a commencé à parcourir cette liste. Ce n'est pas une liste de noms, mais une litanie de descriptions froides, presque cliniques, établies par des marins épuisés au milieu de l'océan. Corps numéro 15, homme, environ 40 ans, moustache, vêtements de bonne facture. Corps numéro 32, femme, cheveux blonds, aucune marque distinctive. Page après page, le même inventaire macabre de vies interrompues. Monsieur Dubois ne cherchait pas un nom, mais un profil. Un jeune homme, une vingtaine d'années, probablement de conditions modestes. Il a fait défiler des dizaines d'entrées, le cœur serré par la tragédie brute qui se dégageait de ces quelques mots. Et là, à la ligne du corps numéro 227, il a trouvé. La description correspondait. Un jeune homme d'à peine 20 ans, les mains cailleuses d'un ouvrier, habillé comme un soutier. Aucun papier sur lui, rien qui ne puisse l'identifier. Un anonyme de plus, destiné à être enterré sous une simple pierre tombale à Halifax. Mais il y avait un détail, un seul. Dans la poche de sa veste usée, les marins avaient trouvé un petit objet, soigneusement noté dans le registre. Un oiseau en bois sculpté. Un petit porte-bonheur, typique d'un savoir-faire artisanal d'un village précis près de Belfast. Cette information était la clé. Poussé par cette dernière piste, l'historien a fouillé les archives locaux de ce village irlandais. Et il a trouvé ce qu'il cherchait. Quelques semaines après le drame, une famille avait signalé la disparition de leur fils. Il était parti chercher du travail au chantier naval de Harland & Wolff, espérant peut-être embarquer comme homme à tout faire sur l'un des grands paquebots pour l'Amérique. Son nom était Sean Donnelly. Sa présence sur le navire n'ayant jamais été prouvée, son nom n'a jamais officiellement ajouté à la liste des victimes. Il avait simplement disparu, l'un des milliers d'anonymes engloutis par l'histoire. Le corps numéro 227 avait enfin un nom. L'histoire de Léo ne prouve pas la réincarnation d'un point de vue scientifique, elle ne le pourra jamais, mais elle fait quelque chose de peut-être plus important encore. Elle donne une voix et un nom à l'un des héros oubliés du Titanic. Elle nous rappelle que derrière les grandes tragédies, derrière les chiffres et les listes officielles, se cachent des milliers de destins personnels, de vies simples, d'espoir et de rêves, qui, comme Sean Donnelly, ont sombré dans le silence glacial de l'océan. Aujourd'hui, Léo ne parle presque plus du grand bateau. Les cauchemars se sont estompés. La peur de l'eau s'est apaisée. C'est comme si, en donnant le nom de Sean, il avait transmis le message, accompli une mission dont il n'avait pas conscience. Il est redevenu un petit garçon de 5 ans qui dessine des soleils et des maisons. Mais pour sa famille, et pour l'historien M. Dubois, le monde n'est plus tout à fait le même. Ils savent que l'histoire n'est pas qu'une affaire de livres et d'archives, mais une mémoire vivante qui, parfois, choisit le chemin le plus mystérieux pour ne pas être oubliée. Cette histoire nous enseigne que même la plus petite des voix, celle d'un enfant dans un salon en Normandie, peut traverser un siècle pour rendre sa dignité à un nom perdu. Et parfois, ces histoires refont surface de la manière la plus inattendue qui soit, à travers les yeux d'un enfant qui, pour un temps, s'est souvenu du froid avant de retrouver la chaleur d'un nom. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce récit. Si ces histoires de mémoires oubliées et de destins retrouvés vous touchent, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. Partagez cette histoire pour que le nom de Sean Donnelly continue de vivre. Et dites-nous dans les commentaires ce que ce récit a évoqué pour vous.